Je vais donc passer la parole maintenant au docteur Pogossian. Je ne sais pas s'il est bien connecté, puisqu'on a eu un souci tout à l'heure. C'est Tigrane Pogossian, qui est à l'hôpital Pompidou. Voilà, je te vois, Tigrane. Je te laisse brancher ton micro, puisqu'il n'est pas allumé. Voilà, super. Voilà, donc, qui va nous parler donc, des conversions du bypass gastrique en oméga en bypass en Y gastrique pour des complications tardives. Donc voilà, toute l'expérience de l'hôpital Pompidou. À toi, Tigrane. Alors, je vais mettre le partage d'écran, c'est ça? Ça y est, ça arrive. Je ne sais pas si on voit le... Non, c'est un écran noir pour le moment, mais... Ça va arriver. Voilà, ça y est. C'est bon. Bon. Tout d'abord, je veux remercier, merci beaucoup Guillaume et merci beaucoup à la Académie de chirurgie d'avoir offert cette possibilité de parler de la conversion de bypass gastrique à non-oméga en bypass en Y, donc complication tardive. Je suis chirurgien digestif et bariatrique à la HUGP. Donc pour commencer, cette intervention a été décrite en 2001 par un chirurgien américain qui s'appelle Rutledge. Donc en fait, cette intervention est actuellement en plein essor partout dans le monde. Donc à tel point qu'il y a plusieurs publications, je peux vous montrer, donc, ça a commencé par 500, 900, 1000 malades du service, 2600 malades. Donc en fait, cette intervention actuellement elle se répand très très rapidement. À tel point qu'en 2016, donc c'était la 4e intervention la plus réalisée sur la planète. D'après le registre de l'Ipsos, c'est la seule au monde. Alors, les raisons de cet essor c'est la facilité technique, chirurgicalement parlant. Il s'agit d'un bypass à anastomosis unique. Donc, conceptuellement, on réalise une poche gastrique longue, étroite, plus de 10 cm habituellement, de longueur et en général moins de 4 cm de largeur. Et on réalise une anastomose gastro-jejunale à 200 cm de langue de traite, ce qui a été décrit par Rutledge en 2001. Alors, donc, cette opération, techniquement, elle est facile, elle est reproductive, elle a une mortalité précoce faible. La mortalité, ce sont les chiffres, ça correspond à la mortalité en général en chirurgie bariatrique, on est entre 0 et 0,2%. En revanche, la morbidité précoce reste assez faible. Donc, elle permet d'obtenir une perte pondérale efficace et durable, 80% de perte d'excès pondéral à 2 ans. C'est les résultats de l'essai oméga. Donc ça permet d'améliorer significativement les comorbidités, surtout ça agit sur le diabète type 2. Là c'est pareil, j'ai mis l'histogramme issu de cet essai. Donc à 60% de patients obèses et diabétiques à 2 ans ne sont pas traités, enfin sont considérés comme en rémission complète, pas traités. Alors en revanche, cette opération elle s'est avérée, elle a quand même ses faiblesses, ses inconvénients, et donc en fait c'est les complications tardives, c'est la diarrhée de dénutrition et le reflux et ulcère anastomotique. Donc ça a été démontré par les signes oméga, donc auxquels on a participé nous aussi, l'année dernière dans l'ANSI. Il y avait significativement plus de complications nutritionnelles dans le bras bypass anémique, comparé au bypass anémique. Alors, donc l'évolution, si on ne fait rien lorsqu'on a ces pathologies, en fait l'ulcère, ça va évoluer vers une sténose, une perforation, voire une hémorragie. Là, on dit on hospitalise un patient à 50 de milliards avec une hémorragie massive. Ça peut évoluer vers une aggravation des troubles digestifs, des stéatories, et tout ça, ça va aggraver l'état de dénutrition des patients, et donc caractérisé par des carences vitaminiques, l'anémie, osteoporose, parfois des conséquences neurologiques graves, neuropathie périphérique on voit souvent, et puis encyclopathie de Gaillet-Vernetier par déficit en vitamine D1. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque avérés pour l'ulcère anastomotique ou le reflux, c'est le tabac et les ALS. Et puis,
certains auteurs ont suggéré, ont trouvé que le défaut technique de la réalisation, donc c'est la réalisation d'une poche gastrique trop courte, inférieure à 9 cm, et large, trop large, supérieure à 5 cm, pourrait favoriser le reflux gastro-œsophagien et la formation d'ulcères. Alors concernant la diarrhée chronique, qui va amener vers la dénutrition après le bypass, c'est la longueur d'once qui est incriminée, et notamment la longueur d'once supérieure à 2 mètres. Et puis aussi l'anse connue trop courte, inférieure à 4 mètres. Donc là, c'est le travail qui a été publié il y a 2 ans par Aïtia, c'est une équipe indienne, donc a comparé 3 différents types de longueur, 1m50, 1m80 et 2m50. Les 2m50, en fait, les patients qui avaient une longueur de danse de 2m50 dans le bypass mammaire avaient significativement, qu'on peut voir ici, c'est en gris, le déficit en tout genre, de vitamine D, les pouces, le fer, l'immunité, etc. Alors, donc, lorsque les patients présentent ces complications à long terme, on va essayer de les viander. Souvent, ça commence par une endoscopie, donc on va voir si un reflux œsophagien, gastro-œsophagien, c'est une hernie hiatale, c'est un ulcère, c'est un Helicobacter pylori. On va réaliser un PEGD pour voir une certaine dilatation de la poche gastrique. Actuellement, on essaie de compléter par une pH impédance-métrie pour documenter le type de reflux, bien évidemment avec le bilan nutritionnel, ou parfois un pécalogramme pour rechercher la stéatose. Alors, le traitement en première intention, en général, on va essayer de traiter de façon médicamenteuse, donc on essaie de traiter si on a un ulcère, on met des IPP à double dose. Après, donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un reflux acide ou pas? Et paradoxalement, dans un certain nombre de cas, on a un reflux acide. Alors on penserait que le patient devrait avoir plutôt un reflux biliaire. L'éradication de la sucreté du Helicobacter pylori. Alors les diarrhées sont prises en charge souvent par des relations par crayon, et on essaie de ralentir le transit. Après, en termes d'efficacité, on se rend compte progressivement qu'en termes d'efficacité, il est impossible de supprimer tous les facteurs de risque, notamment si le patient a une longueur d'once trop importante. Et en fait, en général, le traitement médical a des échecs, et si le reflux biliaire, c'est une dilatation de la poche gastrique, elle est trop large, en général, on n'y arrive pas. Donc, on va se diriger vers le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, on peut avoir 2 options, soit la conversion en bypass annulaire, soit la réversion reverse bypass, donc on retourne à l'anatomie modale. Alors, concernant la conversion en Y, les avantages sont de conserver le bénéfice de la tête pondérale, montage anti-reflux pour traiter le reflux. Alors, ça traite la diarrhée parce qu'on va diminuer la longueur de l'anse pancréatique, et puis ça permet d'améliorer le statut nutritionnel, ce qu'on avait montré il y a quelques années. On avait publié la série d'Ambroise Paré, quand j'étais chef d'équipe encore en stade sur Google. Puis l'inconvénient, c'est la morbidité qui est propre à la chirurgie. Donc, on va voir tout à l'heure le montage mal absorptif. Donc, une réversion en bypass en anatomie normale. Donc, clairement, on va traiter la dénutrition, on va traiter la diarrhée, en revanche, donc il y a la morbidité liée à la chirurgie, et surtout, reprise pondérale. Alors, il y a très peu d'articles publiés sur ce sujet, mais en général, j'ai eu quelques patients restés au bout d'un an qui avaient plus le point ici. Donc, ici à la HEGP, on est plutôt conversion en bypass annulaire. Donc, concernant les types de conversion, donc, il y a 3 types de conversion, en sachant ce qu'on appelle la technique de séparation gastrogéginale, ou la technique à 2 anastomoses. La technique à 3 anastomoses est une technique à anastomose à une seule anastomose. Alors, en sachant que ces 2 techniques, les premières, conceptuellement, ce sont les mêmes techniques, et c'est la technique à une anastomose qui se différencie de façon consistentielle. Alors, la conversion en bypass annulaire, donc si on prend la technique de séparation gastrogéginale, donc on commence par séparer l'anastomose gastrogéginale. Il faut bien préparer, bien libérer pour pouvoir agrafer
de façon latérale. Ensuite, on resèque la poche gastrique pour rendre cette poche plus petite, à 30 et 50 cc. Donc, par la suite, on va réaliser une anastomose gastro-jejunale à 50 cm de langue de crête, puis séparer l'anse alimentaire et l'anse ilioppancréatique et réaliser une anastomose pour pied de l'anse en général entre 1 m et 1 m 20, puisque les patients sont en dénutrition. Alors, cette technique n'est pas faisable lorsque les patients sont volumineux ulcéraires, donc responsables d'une fibrose anastomotique. Dans ce cas, l'agrafage latéral est difficile, il existe un rythme sténotique. Donc, dans ce cas, on peut réaliser la technique à 3 anastomoses. Donc, on va réséquer ce tripier, donc l'anastomose gastro-jejunale dans sa totalité. Ensuite, on va rétablir la continuité entre l'ancienne anse biliaire et l'ancienne anse commune de l'oméga par une anastomose soit latérale, mécanique si on est en cilioscopie, soit manuelle si on est en laparotomie. Et puis, on va réaliser le bypass anémique, donc avec les 2 anastomoses gastro-jejunales à 50 cm de langue de crête, puis une deuxième anastomose au pied de l'anse. Alors, la troisième technique, dite par anastomie, c'était très répandue. Alors, cette technique, elle est plus simple, beaucoup plus simple que celle que je viens de décrire. En revanche, à mon avis, on ne peut pas appliquer cette technique à tout le monde, notamment lorsque les patients sont en dénutrition, lorsqu'il existe du sténose d'anastomose gastro-jejunale. Donc, lorsque les patients présentent des diarrhées respiratoires documentées, puisque cette technique, on va sectionner donc à gauche de l'anastomose gastro-jejunale, donc on va donc garder toute la longueur de l'anse ilioppancréatique, on va réanastomoser à 60 cm plus bas, donc créant une anse alimentaire de 60 cm et en gardant une anse ilioppancréatique souvent de 2 mètres ou 1 m 50, puisque depuis 2014 dans le service, tous les bypass en méga ont été à 1 m 50. Alors, donc, l'expérience de la SOGP, donc au total, sur presque 1800 patients réalisés jusqu'en septembre 2019, au total, donc, il y a 50 conversions en grec. L'indication, c'était le reflux gastro-œsophagien chez le patient. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, sur 15 PHNT réalisés, le reflux acide a été démontré chez 13 patients, ulcère anastomotique, donc on avait 11 patients, dénutrition sévère, 11 patients. Donc ILC avant la conversion, avant le bypass anémique, c'était 41, mais c'est moyen. Au moment de la conversion, on était à 29, plus ou moins 7, on avait des patients de dénutrition. On a commencé par oscilloscopie pour tous les patients, et donc il y avait 2 laparoconversions. La mortalité était nulle, la morbidité précoce, on était à 6%, donc il y avait une hémorragie sur la trachée gastrique qui est embolisée, on a réintervenu une péritonite sur perforation duelle et on a traité une occlusion, une sténose anastomotique lorsqu'on a réalisé cette conversion à 3 anastomoses. Donc on a parlé de 2 anastomoses, donc avec l'agrafage latéral, donc on a dû refaire l'anastomose pour l'occlusion. Et donc la morbidité tardive, on avait un patient qui a été réversé, un anomalie modale, tardivement pour dénutrition sévère. Alors sur le plan fonctionnel, évolution des troubles digestifs sévères, on a la disparition complète des vomissements, du reflux. En revanche, on avait un patient, c'était le fameux patient qui était en dénutrition, qui avait aggravé ses diarrhées respiratoires. C'était une conversion à une anastomose. Et donc on a observé une stabilité pondérale avec des IMC moyens au moment de la conversion 29 versus 31 à 3 ans en moyenne de suivi. Donc là, pour conclure, cette intervention elle est faisable. Elle permet d'améliorer significativement la symptomatologie digestive et validante des patients qui sont traités à la dénutrition. Elle a une morbidité périopératoire non négligeable et en revanche, on garde on évite le regain pondéral en post-opératoire.
Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Tigrane à toi. J'ai peut-être des questions dans les participants. Merci beaucoup pour ce rappel technique, je trouve qu'il était vraiment très clair et qui met vraiment en avant toute la réflexion qu'on doit avoir comme en chirurgie en général et particulièrement face à ces situations complexes, notamment des reflux. Ton travail met bien en évidence le fait qu'il y a finalement beaucoup de reflux acides, contrairement à ce qu'on peut imaginer, donc ce bilan il est essentiel. Ma petite question c'est combien de temps est-ce que vous avez un temps minimum et combien de temps vous évaluez ces patients avant une reprise chirurgicale? Alors l'évaluation, tout dépend de la complication. Si on a des patients en dénutrition, souvent on les adresse vers le médecin nutritionniste, donc il y a une prise en charge périopératoire avec parfois la nutrition parentérale ou entérale, avec une sonde d'alimentation. Donc ça permet de remonter au niveau de l'albuminémie. Parfois on a des patients avec la préalbumine à 0,02, l'albumine à 24, donc tous ces patients ça nécessite une préparation pendant au moins 1 mois et demi par les médecins nutritionnistes. Et par la suite, donc, on fait aussi le bilan physiologique, on regarde d'où ça vient, est-ce que c'est la longueur d'anse, est-ce que c'est une sténose anastomotique. En général, ça prend entre 2 et 3 mois pour bilanter un patient. Alors, si on a un reflux, donc c'est un peu plus simple, après on est brillé un petit peu par la tâche métrique. Là, c'est toujours le problème de l'hôpital public. Il faut, parfois, on envoie les patients dans le privé pour rapidement faire cet examen et puis, dès qu'on a la tâche métrique. Vous n'avez pas un délai minimum, c'est-à-dire que vous ne dites pas, voilà, c'est minimum 6 mois de bilan. Non, c'est au cas par cas. On considère ça comme une complication de chirurgie bariatrique. On n'est pas en train de traiter un patient pour son problème d'obésité. Souvent, c'est des patients qui ont beaucoup perdu. Vous avez vu les chiffres. La moyenne, c'est 20 tonnes. Ils ne sont même pas obèses. En général, ils sont plutôt en surpoids. Et c'est surtout, ils sont validés par le reflux, par les arrêts. C'est vrai que nous, on attache beaucoup d'importance à cette évaluation. On se donne minimum 6 mois de bilan complet. Alors vraiment, comme tu l'as bien expliqué, mais juste rajouterai la psychiatrie, la psychologie, qui sont des étapes essentielles, même si c'est des complications, comme tu l'as dit. Hein, mais je trouve que les reflux, notamment les complications des reflux, c'est très important de bien les analyser, de les comprendre pour réaliser la bonne technique et la bonne prise en charge. Est-ce que Jean Caddy est là? Parce que Jean Caddy a bien connu Rutledge, il l'a fait venir à Paris et il a une très grande expérience de son intervention. J'aurais aimé avoir son point de vue. Je pense qu'il faut qu'il mette son micro, Jean Caddy, parce que je pense qu'il est... Il est là, oui. Ouais. Il est là, je le vois. Ouais. Voilà. Tu nous entends? Moi, je vous entends très bien. Ouais. On t'entend. Vous m'entendez pas? Si, on t'entend, Bon, alors, dans notre expérience, qui date de 2005 et qui va jusqu'à 2016, nous avons réalisé 138 conversions en Y. Et justement, la première question que je poserai, c'est quelles sont les causes de conversion? Parce qu'il y a une cause qui est très dominante, c'est une pathologie hiatale préexistante où on a une dégastroplastie qui est faite simultanément avec le réflexe en oméga. Mais il y a également aussi d'autres indications. Nous avons fait quelques bypass en Y pour des dénutritions. Il suffit de raccourcir dans ce billet. Et puis aussi pour des reprises chirurgicales après l'achat de tubes. C'est très rare. Alors, on a à peu près le même résultat en ce qui concerne la morbidité post-opératoire. Il y en a un tout petit peu plus que dans la chirurgie à prendre, enfin c'est pas catastrophique. Et par contre, je suis surpris, vous ne parliez pas des complications secondaires, parce qu'on en a vu quelques-unes. Entre autres, CRI Petersen, bien que nous fermions le refus. Voilà, donc ça c'est une complication intéressante. Le taux d'ulcère est exactement le même que 14%. Et puis ensuite, il faudrait parler un peu des résultats à distance. Nous avons un recul supérieur à 10 ans pour un bon nombre de malades. Et là, on a quand même une bonne surprise. C'est que les résultats sont autour, ça c'est pas terminé, un excès
perte de poids supérieure à 50, nous l'avons dans 86% des patients, à plus de 10 ans. Donc ça me paraît intéressant. Et je pense que les différentes variantes techniques, bien qu'à mon avis, on peut faire que ça. Les différentes variantes techniques que vous avez présentées sont très intéressantes, mais c'est les vrais résultats qui nous intéressent. Je n'ai pas bien compris la question des résultats de... Les résultats définitifs, la morbidité secondaire, entre parenthèses, on a sur le nombre de cas, on a quand même relevé une récidive de reflux, probablement parce que Je vais vous répondre à cette question, merci beaucoup. Alors actuellement, on est en train de réaliser cette étude dans le service, on est en train de recueillir les données assez conséquentes, donc, parce qu'en fait on va comparer les deux techniques entre les deux. Je vais présenter 50 malades, mais je pense qu'on a déjà 53 malades au total, parce que je n'ai pas les chiffres. Et avec le suivi nutritionnel assez bien fait, avant et après, parce que tous les patients depuis 5 ou 6 ans, ils passent par le service de nutrition. Donc, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais je pense d'ici 2 à 3 mois, on va pouvoir donner des données assez intéressantes, d'autant plus qu'on envoie, on est en train d'envoyer des questionnaires des qualités de vie pour comparer les deux types de chirurgie entre les patients. En fait, je ne sais pas si ça va ressortir en significatif ou pas, parce que les groupes de malades, on a 22 patients convertis avec 3 anastomotes ou 2 anastomotes, et on a une trentaine de malades conversion avec un anastomose. On verra la qualité de vie, on va comparer la qualité de vie, et on est en train de récupérer les données pour toutes les complications nutritionnelles en post-opératoire. Alors concernant les hernies internes, je pense qu'on ferme de toute façon systématique, je ferme les espaces dans les bypass annulaires. Tout en sachant que moi je réalise, de première intention, je réalise les bypass annulaires, donc c'est quelque chose que je fais depuis un certain nombre d'années. On n'a pas eu trop de soucis avec ça. Les hernies internes, puisque les espaces sont fermés, les deux espaces, avec ça on n'a pas eu trop de problèmes. Très bien. Il y a une petite question, Tigrane, sur les longueurs denses. Sur ces reprises, tu disais 60 cm, mais c'est quelque chose sur lequel tu t'attaches ou ça dépend de chaque cas? 60 cm, c'est... alors 60 cm, Danse biliaire. C'est pour éviter le reflux, parce qu'on considère qu'en dessous de 60 cm, il existe un risque que les sécrétions biliaires remontent jusqu'à la naissance gastro-vaginale. Donc c'est pourquoi punir les 60 cm. Alors en réalité, je ne suis pas un grand défendeur de cette technique. Moi, quand je suis arrivé à la SMD, elle existait déjà. Elle m'écrit, ça m'intéresse. Et donc, on va réaliser cette étude comparative. Ça marche. Merci à toi. D'autres questions peut-être? Est-ce qu'ils ont changé leur technique? Ah oui, est-ce que vous avez changé alors la technique par rapport à l'oméga en fait sur la chirurgie initiale effectivement oui, voilà. C'est la chirurgie qui a été réalisée historiquement dans le service par le professeur Jean-Marc Chevalier. Alors malheureusement, comme vous savez tous, le bypass oméga n'est toujours recommandé par la chaise, c'est été remboursé par la sécurité sociale. Donc actuellement cette intervention n'est pas réalisée dans le service. En revanche, on a déposé une lettre d'intention pour un PHRC, I-oméga 2, donc pour comparer le bypass annulaire avec un bypass oméga avec une longueur de lance 1,5 m. Donc on attend la réponse de notre détention, ça va tomber bientôt. Si on obtient le financement, nous allons réaliser ce PHRC de mon service, il s'agirait d'une étude multicentrique. Il y a 18 centres qui Très bien. participent à cette étude. Voilà, donc en fait, on attend la réponse. Très bien, merci. Et là, au niveau du vécu clinique que vous avez actuellement sur les changements de longueur, parce que je crois que, il y a moins de malabsorption ou vous ne voyez pas tellement de différence? Depuis 2014, effectivement, la technique a été modifiée par le professeur Chevalier dans le service, parce que avant c'était 2 mètres pour tout le monde, et puis 2014 c'est
1,50 m pour les patients IMC inférieur à 50 et donc 2 mètres au-dessus. Alors, je dirais effectivement, on a l'impression qu'il y a moins de problèmes de nutrition, moins de problèmes de déficit par rapport aux patients opérés avant 2014. Là, pareil, on a une autre étude en cours, c'est la comparaison des deux groupes des patients. Ça, c'est une étude, ça s'appelle dans le cadre de la SOFCO, avec Robert Callazo. Super, merci pour tous ces éléments, tes réponses.